Alors, Jean-Michel m'a posé la question des pères fondateurs, entre guillemets, de la sociologie du corps en France. Voilà. Pour ma part, je verrai d'abord Robert Hertz, un jeune sociologue. Je dis jeune parce que Robert Hertz est mort dans les tranchées de la guerre 14-18. Il avait à peine une trentaine d'années. Mais il a écrit quelques articles qui sont magnifiques, dont 2 articles qui touchent à la question du corps. Il y a un article d'abord sur la mort et sur le statut du cadavre, sur la notion de mort, où Robert Hertz montre que la notion de mort est infiniment culturelle, c'est-à-dire que dans nos sociétés occidentales, nous avons cette vision de la mort comme d'un instant, c'est-à-dire le cœur s'arrête de battre et nous sommes morts, alors que dans d'autres sociétés humaines, la mort prend du temps, en quelque sorte. Elle peut prendre des semaines, des mois, des années. C'est un texte qui soulève énormément d'immenses questions anthropologiques, et notamment donc quel est le statut du cadavre, puisque peut-être il n'est pas perçu comme mort par la société où il est. Et puis l'autre grand texte de Robert Hertz, c'est celui sur la main droite et la main gauche, où Hertz montre qu'il y a des valeurs morales qui sont associées à la gauche et à la droite. La droite renvoie toujours à la droiture, c'est-à-dire les qualités d'âme, à la dextérité, c'est-à-dire à l'habileté, etc., alors que le gauche est toujours associé à un élément néfaste. On parlera d'ailleurs de sinistre qui renvoie à la gauche en latin. On parlera de quelqu'un qui est gauche, d'ailleurs, pour dire c'est quelqu'un de vraiment très très maladroit. C'est une personne gauche en français. Vous voyez donc un très beau texte également sur les représentations qui sont associées à certaines parties du corps. Voilà. L'autre immense fondateur, là vraiment l'un des grands fondateurs à mes yeux, c'est Marcel Mauss, évidemment. Il y a, de mon point de vue, 3 textes immenses de Mauss. L'un d'entre eux porte sur les techniques du corps, donc marcher, courir, nager, manger, les techniques de la sexualité, les manières d'accoucher pour les femmes dans différentes sociétés, etc. Donc Marcel Mauss, dans cet article, montre qu'il y a une dimension très sexuée, très genrée, comme on dit aujourd'hui, des techniques du corps, et il montre que les techniques du corps sont aussi une mémoire incarnée en nous, et que nous ne cessons de rejouer de manière évidente dans la vie courante. Nous oublions que nous les avons appris d'une certaine manière, mais nous marchons sans problème, nous nageons sans problème, évidemment, ou nous faisons de la bicyclette ou d'autres activités de cet ordre, ou nous conduisons une voiture, qui est aussi une autre technique du corps. Et donc on apprend en permanence à utiliser le monde qui nous entoure. Donc un article fondateur. Un autre article fondateur de Marcel Mauss, c'est l'expression obligatoire des sentiments, où Marcel Mauss montre que les émotions diffèrent d'une société humaine à une autre. Lorsque nous sommes émus par une situation, en fait, c'est la société qui nous dicte l'émotion que nous devons ressentir et les attitudes que nous devons avoir. Et Marcel Mauss prend l'exemple d'un rituel funéraire en Australie, où il explique que les hommes et les femmes expriment avec sincérité leur douleur, mais que l'ensemble de la cérémonie est totalement codé. Quasiment le nombre de cris, la manière de bouger, la manière de parler aux autres, etc. Nous pourrions avoir le sentiment que les émotions sont spontanées, entre guillemets. En fait, elles sont soufflées, elles sont imposées d'une certaine manière par le lien social. Et les émotions que nous éprouvons donc à chaque moment dans nos vies sont aussi profondément situées, datées.
Un autre texte magnifique de Mauss, c'est celui sur l'intériorisation de l'idée de mort. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui sont convaincus qu'on leur a jeté un sort, ou bien qui pensent que, après avoir transgressé un tabou, par exemple dans leur société, les dieux ne peuvent que les mettre à mort. Et ces hommes et ces femmes vont donc finalement mourir dans les jours qui suivent la transgression ou dans les jours qui suivent le sentiment qu'un sort leur a été jeté. Et d'ailleurs, Claude Lévi-Strauss commente ce texte de Marcel Mauss dans la célèbre préface qu'il a donnée à la compilation des articles de Marcel Mauss dans Sociologie et Anthropologie, enfin le titre français en tous les cas du livre. Claude Lévi-Strauss va avancer, en s'appuyant sur Marcel Mauss, une notion très célèbre de l'anthropologie structurale, c'est la notion d'efficacité symbolique. C'est-à-dire l'efficacité du sens, l'efficacité des significations sociales. Et vous voyez aussi, d'ailleurs, ce n'est pas dans le texte de Mauss, mais c'est une formidable ouverture sur ce qu'on a appelé plus tard, dans nos sociétés, la psychosomatique, entre guillemets. La psychosomatique, la médecine psychosomatique, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre de pathologies viennent en fait des relations que nous avons avec les autres, ou du sens que nous mettons à notre existence. Voilà. Et puis un autre fondateur de la sociologie du corps, il est allemand, et c'est Georges Simmel, magnifique sociologue qui a écrit des textes d'une modernité absolument incroyable sur le visage, sur l'aventure, sur les femmes, sur la coquetterie, sur Rembrandt, le peintre Rembrandt, et beaucoup d'autres sujets. Alors que Georges Simmel est mort en 1918, c'est-à-dire il y a plus d'un siècle. Et quand on lit Simmel, on découvre avec stupeur qu'il a anticipé énormément de débats qui sont les nôtres dans l'anthropologie aujourd'hui. Et ce beau texte de Simmel sur le corps porte sur les sens. C'est le premier texte sur l'anthropologie des sens. Sociologie des sens. Le titre dans la traduction française, c'est Essai sur la sociologie des sens. Et Simmel analyse le régime des sens dans la vie courante, dans le Berlin du début du XXe siècle. Et il pointe l'importance du regard, l'importance de la vue, dans le contexte urbain notamment. C'est-à-dire que dans la ville, nous sommes obligés en permanence de regarder autour de nous, regarder la circulation routière pour ne pas être blessés. Mais également, nous sommes souvent, par exemple dans les transports en commun, nous sommes assis devant d'autres personnes, nous les avons devant nos yeux, à 1 mètre de nous. Et Simmel observe que les transformations technologiques de la ville vont rendre la vue de plus en plus importante dans nos sociétés. Et vous voyez également l'intuition formidable de Simmel qui anticipe sur ce que, par exemple, les situationnistes en France appelleront la société du spectacle, mais aussi cette espèce de tyrannie de l'apparence qui a saisi nos sociétés depuis une vingtaine d'années. Et puis un autre texte très important de la sociologie française, c'est celui de Maurice Linhart, dans Dokamo, que le professeur Nomura connaît lui aussi, parce que j'ai vu que nous avions commenté ce même texte tous les deux dans des articles, dans des ouvrages. Maurice Linhart est un ethnologue qui travaille en Nouvelle-Calédonie, donc en plein Pacifique, là où la société française est présente déjà depuis longtemps. Et Maurice Linhart, dans les années 20, 30, s'interroge sur la présence coloniale,
de la France, aussi loin de l'Europe, à des milliers de kilomètres de l'Europe. Sans doute se sent-il un peu coupable, et il demande à un vieil homme kanak, donc de la société traditionnelle mélanésienne, il demande à ce vieil homme: qu'est-ce que nous vous avons apporté, nous autres Français? On aurait pu penser que l'homme allait répondre l'école ou d'autres choses comme ça. Après une très longue réflexion, l'homme répond: ce que vous nous avez apporté, c'est le corps. Et là, Maurice Linhart montre qu'effectivement, le processus d'individualisation qui s'est opéré dans la société traditionnelle kanak a amené ces hommes et ces femmes à se sentir différents des autres. C'est le passage d'une société du nous-autres, une société communautaire, vous voyez, une société où on est ensemble, à une société où l'on est à côté les uns des autres. C'est ça qui définit l'individualisme d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire que nous sommes d'abord des individus autonomes, alors que dans la société traditionnelle kanak, c'était bien une société du nous-autres, régie par la tradition, la coutume, et puis le sentiment donc d'une appartenance vraiment au groupe. Mais l'individualisation de la société kanak a abouti à ce sentiment d'être un corps. Et là, on rejoint une intuition de Durkheim qui voit le corps comme un facteur d'individuation. Vous voyez, le corps comme facteur d'individuation. C'est-à-dire, en tant qu'individu, ce sont les frontières de notre corps qui nous distinguent les uns les autres. Par exemple, dans cette salle, notre souveraineté personnelle s'incarne dans le fait que nous sommes enfermés en quelque sorte dans notre corps. Alors que dans la société kanak, il n'y avait pas de mot pour désigner le corps. Le concept de corps n'existait pas. Ce qui est tout à fait fascinant, parce que nous employons le mot corps comme une espèce d'évidence universelle, alors qu'il y a un certain nombre de sociétés qui ne sont pas dualistes, c'est-à-dire qui ne distinguent absolument pas le corps ou l'esprit et l'âme, par exemple. Et la vision du monde des Mélanésiens était plutôt une vision cosmologique, où l'homme est immergé dans le cosmos, dans la nature. Et les mots pour désigner ce que nous appelons le corps renvoient plutôt aux coquillages, aux arbres, aux plantes, tout un univers, voilà. Mais qui fait de l'homme, qui fait de l'humain, vous voyez, une sorte d'écho du cosmos. L'individualisme, par contre, amène l'individu et donc l'enfermement dans le corps. Et vous voyez une autre remarque, plus nous avançons vers le monde d'aujourd'hui, plus nous avançons vers la postmodernité ou surmodernité, comme dit Georges Ballandier par exemple, et plus le souci du corps prend de l'importance. Ce que, par exemple, Gilles Lipovetsky appelle le narcissisme et le repli sur soi, amène l'individu dans le sens occidental du terme à être de plus en plus attentif à son corps, à ses sensations, etc. Le monde se rétrécit d'une certaine manière. Je dois vous dire que pour ma part, j'avais jamais lu Hertz quand j'étais étudiant en France. Peut-être qu'en France, on était encore omnubilé par un certain structuralisme ou par la crainte de ne pas être assez marxiste pour oublier, et qu'on oubliait un peu ces textes fondateurs. Et donc ça m'amène à une question peut-être plus personnelle, mais qu'est-ce qui vous a poussé dans une ambiance où le corps n'était peut-être pas le plus à la mode à vous intéresser à ces questions ? Je pense que j'ai travaillé sur le corps de la même manière que j'ai travaillé aussi sur les conduites à risque des jeunes, parce que tout simplement j'étais un jeune homme qui a eu du mal à s'autoriser à vivre, disons. J'ai eu du mal à donner un sens à ma vie.
Et donc, étudiant, j'ai essayé de comprendre l'énigme de ce corps. C'est-à-dire regarder son visage, regarder ses mains, par exemple, et se dire quel est le rapport avec moi ? Quel est le rapport entre ce corps et moi ? Et donc j'ai essayé déjà quand j'étais étudiant, j'ai essayé avec les outils de la sociologie et de l'anthropologie de comprendre le corps. Donc pour le dire comme Merleau-Ponty, la chair de notre rapport au monde, évidemment. Parce que je ne suis pas du tout dualiste. Quand je parle de corps, il faut plutôt entendre corps dans le sens de Merleau-Ponty, de la phénoménologie, évidemment. Et donc j'ai fait ma thèse de 3e cycle en sociologie avec Jean Duvigneau, grand spécialiste de l'histoire du théâtre notamment, l'histoire de la fête, l'histoire de l'utopie, etc. Et puis donc j'ai commencé un travail qui ne s'est jamais terminé, même encore aujourd'hui, où je continue à travailler autour de l'anthropologie et de la sociologie du corps. Je vois le corps comme un continent, d'une certaine manière, un continent dont j'essaie d'explorer un certain nombre d'éléments. Donc avec énormément de ténacité, de patience, j'ai essayé donc de poser un certain nombre de jalons pour une anthropologie du corps. Alors, dans mes premiers livres, comme Anthropologie du corps et modernité, ou La chair à vif, qui était une histoire de l'anatomie, j'ai essayé de comprendre l'invention du corps dans nos sociétés occidentales. Quel était le corps dont nous parlions avec une telle évidence ? Et notamment le corps, quand on parle de corps dans nos sociétés, on sous-entend un corps anatomo-physiologique, le corps de la biologie, c'est-à-dire le corps qui a émergé des recherches anatomiques. Mais les recherches anatomiques ne démarrent qu'à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Et les anatomistes opèrent une transgression absolument saisissante. Puisque pendant tout le Moyen-Âge, regardez Rabelais par exemple, pendant tout le Moyen-Âge, l'homme est son corps, fondamentalement son corps, dans une immense jouissance d'ailleurs de son corps, en tous les cas dans la culture populaire. Et les anatomistes vont ouvrir le cadavre. Ce qui paraît dans l'Europe de la fin du Moyen-Âge comme une abomination, une transgression absolument inouïe. Et donc dans ces livres notamment, j'ai fait un peu l'histoire culturelle du choc de culture entre les anatomistes qui ont une vision très dualiste, enfin dualiste même carrément, et matérialiste, complètement matérialiste, et les populations qui étaient victimes des vols de cadavres, les cadavres qui allaient faire l'objet des dissections, mais les populations considéraient que c'était une cruauté sans nom d'abîmer les corps de cette manière-là, de défigurer complètement même les corps. Et pendant très très longtemps, donc l'histoire de l'anatomie est l'histoire d'une transgression et l'histoire d'une violence qui est faite aux populations les plus vulnérables de nos sociétés européennes et puis aussi des sociétés colonisées et puis aussi en Amérique du Nord par exemple. Ce sont les populations noires, par exemple, ou les populations amérindiennes qui vont faire l'objet de toutes ces dissections. Donc c'est intéressant de rappeler la violence qui a été faite à une partie des populations les plus vulnérables de nos sociétés pour l'élaboration d'une connaissance, mais qui n'est qu'une connaissance parmi d'autres, évidemment. Parce que ce savoir anatomo-physiologique est une représentation du corps parmi d'innombrables autres. Déjà, rappelez-vous que l'acupuncture, l'homéopathie, la médecine ayurvédique, les différentes médecines traditionnelles qu'on rencontre dans l'ensemble du monde reposent sur des visions de l'humain
on pourrait dire aussi des visions du corps qui sont complètement différentes et n'ont rien à voir avec la vision anatomo-physiologique qui fonctionne dans nos sociétés, dans les hôpitaux, etc. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce soit un savoir à relative. Je crois qu'il y a une universalité dans le savoir de la médecine, mais qu'il y a aussi d'autres formes d'universalité dans d'autres visions de l'humain qui passent par exemple par la médecine ayurvédique, par l'acupuncture, par le yoga, ou ce qu'on a pu apprendre des arts martiaux japonais ou de plein de... Enfin, voilà. Pour moi, il y a d'innombrables représentations du corps. Mais quand on parle de corps dans nos sociétés occidentales, c'est plutôt cette vision un peu biologique qui s'impose à nous. Donc, dans un premier temps de mon travail, je crois que j'ai eu besoin de faire le tri, de préciser de quoi il s'agissait lorsque nous parlions de sociologie ou d'anthropologie du corps. Quel était cet objet, entre guillemets, corps, voilà. Là, vous avez évoqué une nouveauté, oui, qui est l'anatomie. Oui. Et il me semble qu'à peu près à la même époque, il y a une autre invention, ouais, ou une autre précision qui se tourne autour du visage que vous avez étudié de la même manière. Oui, alors l'histoire de l'anatomie, effectivement, s'amorce au moment où commence un processus d'individualisation dans nos sociétés, dans les sociétés européennes. C'est-à-dire, on entre dans la Renaissance, c'est l'époque des grandes découvertes. C'est aussi l'émergence de ce que Max Weber appelle la bourgeoisie. Donc le monde se fragmente d'une certaine manière. Le monde se fragmente et la vision du monde chrétienne qui enveloppait l'ensemble de l'Europe vole en éclats à ce moment-là. D'abord par le schisme entre le catholicisme et le protestantisme, qui vient aussi rompre l'unité, culturelle de l'Europe. Mais c'est aussi donc l'apparition de l'individu. C'est-à-dire que pour la première fois, par exemple, des peintres vont signer leur toile. C'est extraordinaire d'y penser, mais les peintres des rétables du Moyen-Âge ne signent pas leur œuvre. Ils sont au service de Dieu et ils s'effacent en Dieu. Alors que les grands peintres de la Renaissance italienne des pays du Nord, nous connaissons évidemment tous leur œuvre, etc. Et donc c'est l'invention de la signature, on pourrait dire d'une certaine manière, mais c'est aussi évidemment l'invention du visage. Et le visage, en effet, est un thème qui m'a passionné, sur lequel j'ai consacré un livre. Le visage, c'est le haut lieu de notre différence individuelle. C'est-à-dire que le visage nous distingue les uns les autres. Nous avons le même visage pratiquement de la naissance à la mort. Nous avons d'ailleurs la même voix de la naissance à la mort. Le visage et la voix sont les deux éléments les plus enracinés dans notre singularité personnelle. Lorsque nous voyons le visage d'un homme ou d'une femme qui aujourd'hui a 50, 60 ans, par exemple le visage d'un comédien ou d'un écrivain ou autre, et qu'on voit son visage d'enfant, nous éprouvons tous cette émotion de se dire c'est incroyable, c'était déjà lui, il avait 5 ans, c'est la même personne. Donc notre visage est le lieu immédiatement évident à travers lequel nous sommes nommés, c'est-à-dire on nous reconnaît. Nous sommes, à travers notre visage, identifiés à un sexe. Nous sommes identifiés à un âge, identifiés à une séduction. Nous sommes également associés à une ethnie, éventuellement, à une couleur de peau. Il y a tout ça. Et puis, lorsque nous avons perdu notre visage, et c'est le thème de la défiguration qui m'a énormément intéressé aussi, c'est le thème du grand livre de Kobo Abe, La face
d'un autre, qui a fait l'objet aussi d'un grand film de Teshigahara. Lorsque notre visage est abîmé, nous n'osons plus nous présenter devant les autres. Et d'ailleurs, dans la sociologie américaine de Erving Goffman, par exemple, on parle métaphoriquement de perdre la face. Perdre la face. Quand on a perdu la face, on a perdu sa place dans le monde. On a perdu sa place à l'intérieur du lien social. Mais la face, c'est le visage. Et une personne humiliée, par exemple, c'est une personne qui va baisser les yeux. Elle baisse les yeux. Elle n'est plus digne de soutenir le regard des autres. Elle a perdu sa place dans la communauté humaine. Donc vous voyez, le visage est un magnifique analyseur, un magnifique révélateur sociologique. À partir du moment où l'individualisme fait son apparition dans l'histoire de nos sociétés, le visage va prendre un relief de plus en plus important, et les peintres de la Renaissance, pour la première fois, en Italie et dans l'Europe du Nord, pour la première fois, vont être attentifs à rendre avec fidélité les traits du visage de leurs commanditaires, des mécènes qui leur commandent les toiles. Et plus on avance dans l'histoire, et plus le visage prend de l'importance. Et parfois même de manière caricaturale, regardez dans les selfies d'aujourd'hui, par exemple. Lorsque la photographie a été inventée, très vite, on a eu l'idée de photographier les personnes et puis d'utiliser la photo des visages, déjà dans la criminologie, pour dresser des portraits des criminels, par exemple, pour pouvoir les rechercher d'un pays à un autre. Mais c'est notre visage qui est imprimé sur nos passeports, nos cartes d'identité, toutes nos cartes professionnelles. On n'a pas pris la main, on n'a pas pris le ventre ou les pieds, on a pris le visage. Voilà. Donc voilà, le visage est en effet un objet formidable pour penser le corps, un analyseur formidable pour penser le statut du corps dans une société donnée. Donc vous venez de parler d'analyseur, de révélateur du rapport au corps. Je pense que vous avez multiplié ces révélateurs, la voix, la douleur, les émotions, bref. On ne va pas pouvoir malheureusement les évoquer en détail ce soir. Le visage me semblait un thème important, d'autant plus que M. Nomura a travaillé aussi sur la question, donc c'était un bon point de contact entre vous deux. Et il me semble que votre travail peut s'appeler une anthropologie du corps, en ce sens qu'il s'intéresse aux différentes modalités, à la multiplicité des modalités de notre rapport au corps, finalement. Voilà. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'il faut comprendre le terme anthropologie du corps. On peut, si je vous en prie. Je me qualifierais comme un anthropologue des mondes contemporains, donc dans l'esprit de gens comme Georges Ballandier, Marc Auger, etc. Et dans ces mondes contemporains, j'ai pris l'objet corps. Et cet objet corps, dans le fil de mon travail, depuis donc mes années d'étudiant, je l'ai décliné de maintes et maintes manières. C'est-à-dire donc que j'ai essayé de comprendre, comme le professeur Nomura, j'ai essayé de comprendre le langage du corps, par où passent les significations dans une interaction. Par les mimiques du visage, par les gestes, par la distance à laquelle on se tient de l'autre, par la manière dont on touche l'autre ou pas, selon les ritualités des différentes sociétés. Les lieux du corps où on peut le toucher, parce qu'il y a évidemment des lieux du corps absolument interdits au toucher, dans l'interaction, je veux dire.
J'ai essayé de comprendre également les émotions. Donc, j'en ai parlé dans le sillage de Marcel Mauss. J'ai essayé de comprendre la spécificité des cultures affectives des différentes sociétés. Et je me souviens d'ailleurs d'avoir évoqué une émotion propre apparemment à la société japonaise en m'appuyant sur l'un des anthropologues japonais dont je ne saurais pas très bien prononcer le nom, mais qui s'écrit Doi. Doi, c'est ça. Doi, voilà. Takeo. Takeo Doi, qui a fait un travail assez passionnant sur ce sentiment de dépendance dont le mot japonais Amei, voilà. C'est le titre d'ailleurs qui a été gardé dans la traduction française. Oui. Voilà, mais l'Amei est un exemple parmi beaucoup d'autres de la spécificité des émotions, enfin de la culture affective dans les sociétés humaines. Donc, dans cette anthropologie, cette analyse des différentes modalités, c'est votre inclinaison naturelle, je vais dire. Alors, je vais vous forcer un petit peu à faire autrement, et peut-être vous forcer à re-rentrer dans l'histoire, à remettre ces choses en perspective historique. Vous aviez parlé de l'individualisation, de l'individualisme comme grand dynamisme qui explique les changements du corps dans nos sociétés. Et je pense que c'est la même chose pour le Japon, selon d'autres modalités, évidemment. Est-ce que vous voyez d'autres dynamismes à l'œuvre durant le XXe siècle, on va dire, qui expliquent, qui sont importants à voir pour comprendre le corps contemporain ? Je pense par exemple que le puritanisme américain vient alimenter un certain nombre de certaines données de la relation contemporaine au corps. Je pense par exemple au transhumanisme, évidemment. Vous pouvez expliquer ce que c'est ? Oui, le transhumanisme, c'est ce sentiment qu'éprouvent un certain nombre de nos contemporains, mais énormément, c'est un sentiment très américain, très nord-américain, le sentiment que le corps aujourd'hui est obsolète, dépassé, dérisoire. Le corps serait le fossile d'une vieille humanité qui est méprisable, parce que c'est une humanité qui est trop fragile. C'est une humanité qui est vouée au vieillissement, qui est vouée à la maladie, qui est vouée à la mort. Et puis, dans cet environnement du néolibéralisme économique qui nous alimente aujourd'hui, le corps n'est pas performant. Il paraît grotesque au regard de la puissance des machines. Alors les transhumanistes, les scientifiques américains qui se revendiquent du transhumanisme cherchent une sorte d'alternative au corps pour le rendre glorieux, performant, efficace, éternel, etc. Et on peut dégager dans le transhumanisme deux grandes directions. Il y a ce fantasme du téléchargement de l'esprit dans la machine, le downloading, téléchargement de l'esprit dans la machine, qui repose sur l'idée, qui est très contemporaine, c'est l'idée des neurosciences, que toute notre personne, tous nos souvenirs est strictement contenu dans notre cerveau. Et que notre cerveau est un univers d'information, un strict univers d'information. Et si le fantasme transhumaniste, c'est donc de télécharger toutes ces informations sur une machine. Donc, pour le dire comme l'un des transhumanistes, la machine deviendra nous-mêmes. La machine deviendra nous-mêmes, et en même temps, ce sera un monde d'immortalité, d'éternelle santé, d'éternelle jeunesse et de performances absolument spectaculaires dont se réjouiront les capitalistes, évidemment, les grands patrons. Voilà, ça c'est la première grande tendance du transhumanisme. Donc se débarrasser du corps
Si vous voulez un exemple cinématographique, c'est le film Avatar. Mais les transhumanistes veulent aller plus loin qu'Avatar. Parce que dans Avatar, on reste encore branché sur des machines. Vous voyez aussi d'ailleurs que le transhumanisme, c'est la toute-puissance de la pensée. La toute-puissance de la pensée. Il n'y a plus aucun interdit. Vous pouvez devenir un papillon, vous pouvez changer de sexe, changer de genre, changer d'âge. Vous êtes dans un univers, on pourrait dire autistique d'une certaine manière, où tout est possible. Il n'y a plus aucune limite. Et l'autre tendance du transhumanisme, c'est ce qu'on pourrait appeler la cyborgisation du corps. C'est la technologisation du corps. C'est le remplacement progressif de la chair par des prothèses. Mais évidemment des prothèses qui vont être ultra performantes, qui vont nous permettre de courir sans jamais nous arrêter, de travailler 24 heures sur 24, de travailler 365 jours sur 365 sans jamais s'arrêter. Parce que nous ne connaîtrions plus la fatigue, nous n'aurions plus besoin de loisirs ou autres. Voilà. C'est donc remplacer tous les organes défaillants par des prothèses qui ont un pouvoir d'action infini. Et là, si vous voulez prendre un grand exemple littéraire ou cinématographique, c'est le livre de Philip K. Dick, Blade Runner, et c'est aussi le très grand film de Ridley Scott, Blade Runner, où vous vous souvenez que le personnage que joue notamment Harrison Ford dans le film, à la fin du film, ne sait plus tout à fait s'il est un androïde ou s'il est un humain, parce que les frontières entre l'humanité et les robots a été complètement effacées. Puisque dans l'univers qu'imagine Philippe K. Dick, il y a un moyen de synthétiser des émotions en injectant des trucs chimiques dans la personne, enfin dans le robot, je veux dire, lui injecter des souvenirs qui n'ont jamais existé, et donc l'androïde est convaincu qu'il est un humain. C'est le brouillage. Qui pose, et l'une des grandes questions du transhumanisme d'ailleurs aujourd'hui aux États-Unis, c'est faut-il donner des droits aux robots ? Donc vous voyez le transhumanisme comme un grand dynamisme qui contredit l'individualisme finalement, qui vient... Oui, c'est pas vraiment en lien avec l'individualisme. Oui, un peu, oui, parce qu'il y a une dimension très autistique. Ça rejoint en même temps, vous le voyez bien, ça rejoint des vieilles tendances de l'humanité. C'est-à-dire le fantasme de l'immortalité, la fontaine de jouvence par exemple, être éternellement jeune, être éternellement actif, etc. Mais en même temps, c'est une réactualisation du mythe, une réactualisation en effet dans les termes, oui, vous avez raison, dans les termes de l'individualisme, parce que c'est un monde complètement autistique. On ne peut pas imaginer, évidemment, de vivre ensemble. Le monde d'Avatar, le film de James Cameron, est un film complètement autistique, où les personnages sont côte à côte et se rejoignent à travers des branchements. Mais pas dans le. C'est une Second Life, si vous voulez. Ce n'est pas du tout la vie réelle. Et alors, face à ce mouvement transhumaniste, vous voyez une autre tendance qui est au contraire l'épuisement face à être soi, enfin l'épuisement d'être soi, l'épuisement face à l'injonction qui est d'être un vrai individu sans cesse, et finalement le désir de disparaître, le désir de se retirer du monde, de ne plus être. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce thème ? Avant de vous répondre, je ferai un petit détour par la marche, justement, puisque j'ai écrit 2 livres sur la marche, les randonnées, la marche à pied. Et je pense que l'importance sociologique que prend la marche aujourd'hui dans le monde entier,
dans le monde entier, est une espèce de résistance, mais une résistance politique même, extrêmement forte à cette injonction de la performance, de l'efficacité, etc. C'est-à-dire que les marcheurs, vous connaissez cette passion également au Japon, les marcheurs sont des hommes ou des femmes qui vont prendre le temps de vivre, qui vont marcher à leur rythme. C'est vraiment le retour à un corps élémentaire. C'est le corps que décrit le roi Gourand dans les premières minutes de l'histoire de l'humanité. C'est le corps de la bipédie, c'est le corps qui marche, c'est le corps qui peut aussi courir. Mais c'est notre corps. Nous avons le même corps que les hommes et les femmes de l'âge de pierre, chacun de nous. Et les marcheurs sont des hommes ou des femmes donc, qui laissent les technologies derrière eux et qui retrouvent la vitesse du corps, c'est-à-dire 4, 5, 6 km/h, mais à son rythme. Si on est jeune et en pleine forme, on peut marcher très vite. Si on est beaucoup plus âgé et qu'on a des douleurs, on peut marcher très très lentement. C'est le retour donc à une manière ludique, heureuse de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est aussi donc, pour rejoindre l'autre question que vous me posiez, une manière de disparaître. Puisque c'était le thème de ma dernière recherche, disparaître de soi. La marche est une manière heureuse de disparaître, c'est-à-dire de ne plus subir les injonctions à être soi. Je pense que dans nos sociétés contemporaines, il est de plus en plus difficile d'assumer les contraintes de l'identité. C'est-à-dire ces responsabilités innombrables qui sont les nôtres dans notre univers familial, professionnel, social, personnel. Nous sommes en permanence appelés à être présents, appelés à une disponibilité qui finit par nous écraser complètement. Nous avons envie régulièrement que ça s'arrête. Nous avons envie de reprendre notre souffle. Nous avons envie de reprendre notre rythme. Et vous voyez, les marcheurs, pendant des heures ou des jours ou des mois, vont vivre à leur rythme, avec leurs valeurs, en cessant d'être écrasés par toutes ces injonctions qui pèsent sur nous aujourd'hui. La marche, c'est une sorte de retour à l'anonymat, si vous voulez. Sur les sentiers, dans les fermes auberges où nous logeons, personne ne nous connaît. Nous pouvons très bien donc être un chômeur et marcher pendant des heures avec un grand cinéaste ou un grand écrivain. On ne saura absolument pas qu'on a parlé peut-être avec l'auteur que nous admirons et dont nous avons des livres dans notre sac. Nous n'avons plus à rendre des comptes. Voilà. Nous sommes totalement libres. Nous sommes déchargés de toutes nos responsabilités pendant une durée évidemment limitée. Mais ça peut prendre quand même quelques mois. Et puis, cette disparition de soi va prendre évidemment d'innombrables formes. Très souvent, disparaître de soi prend des formes très douloureuses dans nos sociétés contemporaines. C'est par exemple le burn-out, la dépression. Chez nos adolescents, c'est typique au moment de l'adolescence, énormément des conduites à risque de nos jeunes sont des formes de disparition de soi. On la rencontre évidemment de façon caricaturale chez les hikikomori que vous connaissez au Japon, mais qui envahissent le monde aujourd'hui, puisque nous en avons également en France. Donc là, c'est l'autisme social, d'une certaine manière, c'est-à-dire être branché sur le monde entier, mais complètement dans le refus de l'autre, même le refus des parents, le refus du face-à-face, le refus du visage à visage, le refus du corps à corps. C'est la réclusion solitaire, l'enfermement dans un... On pourrait dire que les hikikomori réinventent l'ermitage, l'ermitage où allait se retirer Jean-Jacques Rousseau, ou les hommes, les femmes qui voulaient
la solitude dans nos sociétés. Aujourd'hui, c'est un ermitage technologique où l'on se retire derrière les technologies pour ne plus avoir à rendre des comptes aux autres à l'intérieur du lien social. Mais dans les conduites à risque de nos jeunes, on a d'autres formes caricaturales de la disparition de soi. 2 d'entre elles, en tous les cas, sont caricaturales. C'est la recherche du coma à travers l'alcoolisation extrême. Boire pour le coma. Non pas boire pour l'ivresse, pour l'euphorie, pour se sentir léger, mais boire pour tomber et s'évanouir pendant des heures dans le coma éthylique. C'est un gros problème, notamment en Grande-Bretagne, c'est un gros problème partout en Europe, même dans nos universités. Ça ne touche pas uniquement des jeunes mal dans leur peau. Je crois que ça touche aujourd'hui l'ensemble de la jeunesse qui doit sans arrêt rendre des comptes, justement. Et lorsqu'il y a des fêtes organisées, par exemple, dans mon université, les pompiers, les secouristes doivent prévoir des lits pour ceux qui vont être dans des comas éthyliques, pour les protéger, pour les surveiller, pour les surveiller. On rencontre cette recherche de la disparition de soi et de la syncope, de l'évanouissement, dans les jeux d'étranglement, qui sont également connus aujourd'hui dans le monde entier, qui se diffusent du fait d'Internet. Et là, il s'agit de garçons ou de filles qui peuvent être parfois très jeunes. Ça peut commencer à 8, 9 ans, 10 ans. Donc, ils s'étranglent pour perdre connaissance pendant quelques secondes. Vous savez que c'est un jeu extrêmement dangereux, que un certain nombre, en tous les cas, de ces jeunes en meurent ou se retrouvent handicapés à vie parce que leur cerveau n'a plus été irrigué par l'oxygène. Mais c'est un comportement que l'on rencontre énormément aujourd'hui dans les pratiques juvéniles. Je crois que, pour dire juste un mot encore, toutes les conduites à risque de nos jeunes sont des techniques de disparition de soi. L'anorexie est une transe où l'anorexie disparaît également. La vitesse sur les routes ou avec une moto ou autre. L'errance sur les routes aussi. Les jeunes en fugue, qui vagabondent, etc. et qui disparaissent, dont l'état civil s'efface complètement. L'addiction aux jeux vidéo ou l'addiction à Internet, par exemple, qui leur permet également de ne plus être là, de disparaître. Bon, et puis d'autres, j'arrête mon énumération. Et puis, il y a cet autre phénomène que vous connaissez bien au Japon, mais qui est un phénomène très ancien, qui démarre vraiment au début du XXe siècle, on pourrait dire, c'est l'évaporation. C'est-à-dire partir sans laisser d'adresse. Qui apparaît dans l'histoire de la littérature d'ailleurs au début du XXe siècle en Europe, avec l'œuvre de Pirandello par exemple, l'écrivain italien, avec plusieurs romans de Georges Simenon traitent aussi de personnages qui disparaissent, qui abandonnent leur famille, qui abandonnent leur métier et qui vont se reconstruire ailleurs. Il y a au moins 3 ou 4 romans de Georges Simenon autour de cette thématique qui manifestement l'a beaucoup hanté. Et puis vous avez un écrivain portugais immense comme Fernando Pessoa par exemple. Mais c'est un thème qui parcourt les littératures et le cinéma du XXe siècle. Paul Auster, l'un des grands écrivains américains aujourd'hui, toute l'œuvre de Paul Auster est complètement hantée par la disparition de soi. Alors, je dirais que c'est un grand thème japonais également, parce qu'elle est au cœur de la littérature contemporaine qui est lue dans le monde entier aujourd'hui. Je pense aux 2 Murakami, Ryu Murakami et Haruki Murakami, qui tous les 2, dans des mondes complètement différents, mettent en scène des hommes ou des femmes qui disparaissent. Et puis il y en a le cinéma de Kyushi Kurosawa, de Kore Eda et de plein d'autres. Je me suis dit à un moment donné, mais je ne connaissais pas suffisamment le Japon, mais que j'aurais pu écrire Disparaître de soi en m'appuyant presque uniquement sur la littérature et le cinéma japonais. Je crois qu'elle est l'une des plus exemplaires de cette difficulté
d'être soi dans le monde d'aujourd'hui. Cette pression permanente d'être soi qui fait qu'on a envie de ne plus être là et on s'efface. J'ai oublié de citer Kitano, par exemple, qui est énormément aimé en Europe et dont les films de Kitano sont aussi extrêmement énigmatiques avec des personnages qui viennent d'on ne sait où, que l'on va suivre pendant 2 heures avec énormément d'émotions, sans bien comprendre finalement qui ils sont. Et puis à la fin du film, ils s'en vont et on est devant la même énigme de savoir qui étaient vraiment ces personnages. Et le succès de ces livres, de cette littérature à travers le monde, montre que nous nous reconnaissons. Évidemment. C'est-à-dire un lecteur français ou de New York ou de Montevideo ou de Rio de Janeiro va se reconnaître dans les personnages des 2 Murakami ou dans des personnages des films de Koreeda et va ressentir la même émotion qu'un Japonais. Voilà. Donc il y a, je crois, quelque chose d'universel aujourd'hui dans cette thématique de la disparition de soi qui traduit le fait de la difficulté d'être soi dans nos sociétés contemporaines. Avant de laisser la parole au professeur Nomura, peut-être une dernière chose. Vous évoquez aussi dans Disparition de soi la démence sénile, l'Alzheimer. Vous pouvez nous préciser un petit peu ce... Oui, la disparition de soi, donc c'est la difficulté de porter son identité, de devoir toujours répondre aux autres en fonction de notre sentiment d'identité. L'une des approches que je défends dans ce livre, c'est que Alzheimer ou les démences séniles de manière générale, mais je sais que le professeur Nomura est très très proche, nous avons des analyses extrêmement proches l'un et l'autre. Nous voyons les démences séniles ou la maladie de Alzheimer comme une forme de décrochage progressif de ce poids de l'identité. Ce sont des hommes ou des femmes, surtout des femmes, comme vous le savez, qui ont tout donné, qui ont complètement épuisé leur goût de vivre. Et elles s'absentent progressivement d'elles-mêmes. Tout doucement, tout doucement. Elles sont de moins en moins présentes à nous. Et de moins en moins présentes à elles-mêmes sans doute. Mais il y a aussi l'énigme de la notion d'identité ou de la notion de conscience, évidemment, chez les personnes atteintes de Alzheimer. Et c'est l'un des thèmes aussi qui m'a passionné dans ce livre. C'est quel est le statut de la conscience? Quel est le statut de l'identité? Quel est le statut de la décision, entre guillemets? Évidemment, on ne peut pas dire que quelqu'un décide d'être Alzheimer. Et en même temps, quand on examine les histoires de vie de ces personnes, on voit une cohérence, on voit une logique sociale, culturelle, personnelle, la logique d'une histoire de vie, et on se dit, oui, ce n'est pas une détérioration du cerveau, comme trop souvent les médecins le voient. La détérioration du sens, la détérioration de la valeur de la vie a précédé la détérioration du cerveau. Et l'a provoqué même, tout simplement. Voilà. Donc, pour moi d'ailleurs, on peut terminer là-dessus parce que c'est une manière aussi d'ouvrir. Pour moi, ce qui est l'essentiel de nos existences, évidemment, c'est la dimension du sens. Le monde n'existe. Ici, le sens, c'est plutôt le sens, la signification. Oui, Imi en japonais plutôt que kankaku, la sensibilité peut-être. Non, oui, moi je parlais de signification. La signification. Voilà. C'est-à-dire les significations que nous projetons sur le monde font la réalité du monde, si vous voulez. Pour moi, il n'y a pas d'autre monde que les significations, les interprétations que nous projetons sur lui. Et donc nous allons vivre, et là on rejoint d'une certaine manière Marcel Mauss. À partir du moment où je me sens de moins en moins présent dans le monde, parce que le monde m'intéresse de moins en moins, je vais progressivement me retirer, peut-être jusqu'à un moment où le sens avec lequel je vis ne sera plus, les significations, avec lesquelles je vis ne seront plus partageables. Voilà. Parce que je fais l'hypothèse, évidemment, que dans Alzheimer, mais aussi dans l'autisme, aussi dans la psychose, il y a d'autres significations. C'est un peu comme si nous avions affaire à des hommes ou à des femmes qui parlaient une autre langue.
ils sont nés parmi nous, ils ont grandi parmi nous, ils ont vieilli parmi nous, mais à un moment donné, ils parlent une langue dont nous n'avons plus le code, dont nous ne connaissons plus le code. Et certains soignants, par exemple, certains thérapeutes, certaines personnes aussi qui ont une empathie particulière peuvent se rapprocher de ces personnes dont on dit souvent « ils ne communiquent plus ». Je crois qu'on n'arrête jamais de communiquer. On communique toujours, même dans ces formes extrêmes de présence au monde.